On va maintenant accueillir Nicolas Mathieu, donc prix Goncourt, bien sûr, et que je vous demande d'applaudir. Alors, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux et vous le savez, cette soirée s'inscrit aussi dans le cadre de nos 3 jeudis littéraires. On a eu celui de jeudi dernier avec Frédé Vincent-Viry, qui a eu une foule presque aussi nombreuse, enfin avec quelques rangs de moins. Et il paraît que la semaine prochaine, vous allez tous revenir pour Elise Fischer, ce sera vraiment très sympathique pour elle d'ailleurs. Mais donc jeudi prochain avec Elise Fischer, on aura une soirée qui sera aussi un peu sur le modèle de celle-ci. Voilà, donc pour ce soir, c'est avec Nicolas Mathieu. Vous le connaissez, il n'y a pas besoin de vous faire beaucoup de présentations. Peut-être vous aurez aussi l'occasion de lui poser des questions, bien sûr, dans la deuxième partie. Les questions seront forcément courtes vu le nombre de personnes qui sont présentes. Mais je voulais juste vous expliquer aussi un peu le déroulement de la soirée. Donc on va commencer par un entretien. On aura aussi la compagnie Sans Scène qui va intervenir à différents moments de la soirée pour jouer quelques textes soit directement issus du livre, soit légèrement adaptés du dernier livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants affreux, celui qui a reçu le fameux prix Goncourt. Et puis, dans la deuxième partie, donc, vous pourrez poser vos questions. Nous aurons aussi quelques petits intermèdes pendant la soirée. Simplement, si vous voulez une dédicace, forcément, vu que vous êtes très nombreux, va falloir aller vite et ne discutez pas pendant 10 minutes avec lui, sinon il n'y a pas moyen pour les autres. J'ai fixé les règles de la soirée, c'est bon? On peut démarrer? Alors on démarre. Bon, Nicolas, forcément, la première question qu'on se pose tous, c'est un Goncourt. Ça change tout? Après, on n'y revient plus. Oui. C'est-à-dire que le 7 novembre à 12h45, ma vie m'appartient beaucoup moins tout à coup. Et c'est vrai que mon agenda a pris beaucoup d'épaisseur et que pour vous donner un exemple, sur Facebook j'avais 2500 amis et 2 jours plus tard j'en avais 5000. J'ai beaucoup d'amis en ce moment, grosso modo quand même. Des anciens qui reviennent, des nouveaux que je ne connais pas. Enfin voilà, oui, c'est une vie très dense, accélérée et puis un petit peu fatigante aussi. Oui, voilà. Et puis c'est quand même, je suis quand même très content. J'avais quand même, je venais d'acheter une maison 15 jours avant, hein, donc c'est plutôt une bonne chose qui m'est arrivée. En tout cas, je voudrais te renouveler les remerciements, à la fois les miens, bien sûr, c'est de mon équipe, mais aussi ceux de toute l'équipe municipale, parce qu'on se sent quand même vraiment honoré que tu n'aies pas désisté, que tu n'aies pas annulé cette présence qui était prévue en fait depuis le mois d'août. Donc le jour, en fait, pour la petite histoire, je l'ai eu au téléphone le jour où il sortait le livre. Voilà. Voilà. Et donc c'est le jour-là où on est en train de finaliser la saison. Et il nous a dit oui, bon, on en a rediscuté au mois d'octobre, c'est bon, il maintient. Merci infiniment. Dans l'allée du lotissement. 14 ans maintenant. T'étais où? J'ai passé l'après-midi chez le cousin. Je suis repassé chez les Schmitt ce matin. Mais j'avais tout fini avant de partir. Ouais. T'avais oublié tes gants.
Allez, viens t'asseoir. Tu sens la base? Ouais, on s'est baigné. Je croyais que tu trouvais ça dégueulasse. Tu vas choper des boutons. C'est plein pour les égouts. Ça peut pas te tuer. Va plutôt chercher une chaise. Tu peux y aller, c'est du solide. Je vais pas rester, de toute façon. Tu comptes aller où? Non, mais c'est samedi, demain. Eh, laisse-le donc, c'est les vacances. Mon père et Luc Grandemange avaient travaillé à l'entrepôt Rexel autrefois, un peu après la fermeture des hauts-fourneaux. Ils faisaient partie de cette charrette de départ volontaire reconvertie en cariste via le plan de formation. À l'époque, ça leur avait semblé une bonne opportunité. Conduire des engins toute la journée, on aurait pu croire à un jeu. Depuis, mon père, Patrick Casetti, avait eu des démêlés. Il avait perdu son permis et son job le même jour, pour la même raison. Son permis, il avait réussi à le repasser après 6 mois de galère administrative et un stage à la Croix-Bleue. En revanche, le travail était rare dans la vallée et il s'était finalement résolu à créer son propre emploi. Il avait acheté un camion Ben Iveco, une tondeuse, des outils, une combinaison, avec son nom cousu dessus. À présent, il faisait des bricoles, par-ci par-là, au black principalement. Les bons mois, il parvenait à rentrer 4 ou 5 000 balles. Avec le salaire d'Hélène, ma mère, ça suffisait à peu près. L'été représentait la pleine saison et il avait mis Anthony, son fils, moi, à contribution. Ça s'avérait particulièrement utile quand il avait la gueule de bois. Ce matin, je m'étais tapé la taille des arbustes chez le docteur Schmitt. Il pense qu'à sortir. Eh, c'est son âge. Allez, assieds-toi 2 secondes. Raconte-nous. Il a encore grandi, non? Reste un peu. La maison n'est pas un hôtel-restaurant. Qu'est-ce que t'as fait à ta main? Oh mais c'est rien! T'as désinfecté? Mais non, c'est rien, je te dis! Allez, va te chercher une chaise. Oh, c'est vraiment dégueulasse! La ZUP n'est pas loin. Et moi déjà les ratons cagoulés, incendier les voitures. Pour m'avoir en plein. C'est vous qui devrez y aller. On a tout le temps des problèmes avec ces gens-là. Quand j'étais volontaire aux pompiers, on a eu des interventions à la ZUP. Des petits bicots, hauts comme ça, qui essayaient de nous piquer les clés du camion. Et alors? Bah alors rien, on a été étayer le feu, qu'est-ce que tu veux faire? C'était ça l'erreur. Tu vas où? Ah mais je dois y aller, de toute façon! Voilà, bah maintenant, c'est pour être désagréable. Bon, bah, Allez, on y va. tu peux y aller aussi. Une bière, Nicolas. Le picot, ouais. Du vrai? On est filmé. Alors, leurs enfants après eux, donc son dernier roman. Est-ce que vous avez regardé la série Aux animaux de la guerre? Levez la main ceux qui ont regardé. Voilà, c'est un test vite fait comme ça. Et qui a lu le livre aussi? Allez, lu ou regardé? Voilà. Bah alors, si vous avez aimé la série Aux animaux de la guerre ou lu
le livre, c'est pas forcément sûr que vous aimez leurs enfants après eux. Il n'y a plus de kidnapping, plus de répartie saignante, enfin, honnêtement, plus ce suspense haletant jusqu'à la dernière page, la construction sous forme de polar, ou de roman noir peut-être, il y a un petit peu moins de ça. En revanche, les personnages qui cherchent à s'en sortir sur fond de misère sociale, de fermeture d'usine, vous en trouverez encore. Cette fois, le roman se passe dans la vallée de la sidérurgie. Vous reconnaîtrez certainement les paysages. Ça se passe dans les années 90. C'est une zone qui est oubliée par les médias, oubliée dans les romans, oubliée dans les infos, insignifiante a priori. On appelle ça aujourd'hui les périphéries, ou la France de l'entre-deux. Il y a encore d'autres termes, mais en gros, c'est des endroits qui n'intéressent pas grand monde. Et ça va être l'histoire d'Anthony, 14 ans, au début du roman, 14 ans, parce que ça va évoluer. C'est aussi l'histoire de son père, c'est l'histoire de Racine, c'est l'histoire de Stéphanie, l'histoire d'autres personnages. Et en fait, ça s'apparente à une chronique en 4 tableaux, 4 étés, 4 musiques, on a entendu la première. 1992, 1994, 1996, 1998, ça se passe l'été. Il fait chaud, on boit du picon, on boit de la bière, on fume des joints. On a bien envie de se taper la fille qui nous intéresse. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Moi, la première impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est d'avoir comme une cité sous couvercle. On a l'impression que ça boue à l'intérieur, ça chauffe, tout est chaud, lourd. Même la pluie, quand elle tombe, c'est une pluie de film, quoi. Vous savez, la grosse pluie qui tombe en torrent, pas la pluie fine. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, pendant qu'on mangeait, tu citais une phrase et c'est celle que j'avais notée pour commencer. Les familles poussaient comme ça sur de grandes dalles de colère à des souterrains de peines agglomérées. Une autre phrase, les hommes du fer et leur bon vieux temps faisaient chier depuis trop longtemps. C'est un petit peu ça en gros. Comment tu as voulu écrire ce livre par rapport à ce que cet effet de couvercle d'été, etc. Le bouquin, en fait, il raconte une histoire assez simple au départ. C'est un roman d'apprentissage et ça part. C'est la vie de 3 ados qui débutent dans un monde qui finit. Et on est au moins 2 à l'avoir lu. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de montrer qu'il y a des forces antagonistes très fortes qui s'affrontent. Il y a cette envie d'échapper belle et de vivre qui taraude ces gamins qui ont toute la vie devant eux et qui ont les hormones qui travaillent très très fort aussi. Et puis, eux, ils sont pris dans une vallée, effectivement, qui est un peu une chape de plomb, quoi. On sent qu'il y a une pesanteur, il y a l'été. Ils sont pris à la fois dans les structures sociales, pris aussi, il y a l'héritage de leurs parents qui pèse sur eux, de cette désindustrialisation, et puis la touffeur de l'été, quoi. Donc face à ces puissances d'immobilité, eux, ils vont essayer de jouer leur carte à fond et d'essayer de prendre de la vitesse pour s'échapper, quoi. Et puis voilà, c'est des gamins, c'est l'été, ils ont du temps libre, ils font des conneries, ils s'aiment, ils se détestent. C'est aussi cette histoire-là, quoi. Alors, on va parler de vitesse, mais peut-être aussi une des premières impressions, c'est l'ennui. L'ennui, ça prédomine. Même dans la scène qui a été jouée, il se passe pas grand-chose finalement, des choses banales, mais comment on fait pour écrire 430 pages sur l'ennui, quoi? Bah déjà, ne dissuadez pas les gens qui n'ont pas lu. En fait, il y a les livres sur rien, il y en a eu beaucoup, mais là c'est un peu autre chose. Ouais. C'est-à-dire que, comment on raconte l'ennui, enfin moi c'est une expérience personnelle ça aussi, c'est-à-dire, moi je suis né à Épinal, j'y ai passé les 18 premières années de ma vie, et on se faisait chier comme des rats, quoi. Si on aime ni la rando, je sais pas, enfin voilà, on avait quand même beaucoup de temps et pas grand-chose pour l'occuper, donc il y avait cette espèce de langueur, en même temps le sentiment que ça allait très vite, la rentrée arrivait. C'est aussi des sentiments qui sont très liés à l'adolescence, on ne sait pas quoi faire de sa peau, quoi. Donc pour raconter ça, en fait, on a l'impression, ça parle beaucoup d'ennui, mais il se passe toujours quelque chose. Et tous les personnages, ils sont tout le temps quand même en mouvement, on sait toujours ce qu'ils désirent, quels sont leurs objectifs.
Donc il y a un double sentiment dans le bouquin, une pesanteur énorme et d'un espèce de vague à l'âme générale, et en même temps on veut tout le temps savoir ce qui va se passer parce qu'il leur arrive des choses, et ils ont des ambitions, des désirs, des colères, etc., qui tirent la lecture vers l'avant quand même. Alors, encore une petite citation, hein. Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin su des fois. Lui aussi ne trouvait pas qu'on s'emmerdait comme Taperly. Et pourtant, on va vite passer de cet ennui à la vitesse, hein, tu en parlais. Il y a une moto, c'est pas pour rien. On va en parler très rapidement. Parmi les phrases qu'on retrouve régulièrement, qu'est-ce qu'on fait? Vivement qu'on se tire. Viens, on se casse. On va y aller. Je vais me casser. On bouge. Vivement qu'on se tire. Cette vie se tricotait presque malgré eux, jour après jour, dans ce trou perdu qu'ils avaient tous voulu quitter. Une existence semblable à celle de leur père, une malédiction lente. C'est ce qui donne le titre. Et pourtant, il y a quand même cette envie de partir, de fuir. Alors la fuite, dans tout ça. Bah oui, c'est même le moteur principal, presque l'un principal de ces gamins, quoi. C'est que leurs parents, ils ont vécu une période qui est en train de s'achever, qui était celle de l'industrie lourde dans ces régions. Les pères étaient des hommes du fer, quoi. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient du métal avec du feu et des minerais. Puis un jour, tout ça s'est arrêté et la vallée est morte, en fait. Cet héritage-là pèse très fort sur ces gamins. Et ça bouche l'horizon complètement. Ils trouvent aussi, comme souvent quand on est ado, que leurs parents sont des cons, qu'il n'y a rien à faire dans le coin, qu'il n'y a pas de perspective. Donc, effectivement, dans cette vallée qui est circulaire comme ça, ils vont essayer de trouver le maximum de vitesse possible pour s'en échapper, quoi. Alors, il y en a qui vont y arriver, d'autres moins. Et les échappées belles aussi qui annoncent des retours cuisants. Enfin, voilà, c'est des histoires d'émancipation. Alors justement, on parle de vitesse. Il y a une moto. La moto, elle arrive souvent quand même dans votre roman? Elle arrive souvent Oui, on la voit souvent. Oui. Bah, déjà, c'est l'élément déclencheur du drame, quoi, de la moto. Elle est à la fois pour Anthony, qui est un gamin de 14 ans, et c'est comme ça que ça se passe dans ces endroits-là, c'est le premier signe de liberté, pouvoir se déplacer sans ses parents. Donc c'est une inspiration très forte. Je me souviens que j'ai eu un scout, c'était Las Vegas, quoi. Ça y est, je suis plus obligé de demander à ma mère de m'amener en 309 partout. C'est la horde sauvage, quoi. Cette moto, elle va non seulement symboliser le désir de liberté des gamins, mais aussi la recherche de vitesse maximale, et puis peut-être pour Anthony quelque chose d'un peu plus grave, c'est que comme tous les ados, il cherche sa limite, et que cette fuite en avant, peut-être qu'il cherche un mur sur lequel se fracasser, il y a quelque chose d'un peu d'explosif et de dangereux chez lui. On a le sentiment qu'il veut se faire mal aussi, pour que ça s'arrête, quoi. Alors en fait, ce que tu viens de nous dire, c'est très intéressant parce qu'on a demandé à une psychologue d'intervenir ce soir et de nous livrer un peu son sentiment. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur Mathieu, enchanté. Alors, monsieur Battistella m'a demandé de faire un rapport d'expertise psychologique. Au départ, je me suis dit, ça va être pour Anthony, quoi. Le jeune, il est un peu perdu. Pour Racine, peut-être. Un pauvre jeune aussi. Ou Patrick Casati, le père d'Anthony. Parce qu'avec son parcours de vie compliqué, entre alcool, problèmes conjugaux, relations compliquées avec son fils, voilà, ils sont pas gâtés, quoi, les gens. Et en fait, non. Il m'a demandé un rapport, une expertise psychologique sur ce truc-là. Cet engin, la moto. Je vais m'asseoir à côté de la moto. Alors, je n'ai pas pris les 1207 pages de mon rapport, parce que ça pèse, voilà. En plus, vous êtes venu à pied, comme tout le monde le sait, donc je vous livre que les conclusions. Alors, elle se nomme YZ, ou Suzuki 125 DR, mais parfois simplement scooter ou mobilette. Ça n'a rien d'un scooter, cela dit, prendre la mécanique. Globalement, elle est stable quand elle est entre de bonnes mains, mais elle a souvent propension à refuser de se soumettre aux règles. C'est un peu votre cas aussi, peut-être. Nous avons surtout étudié ses relations. D'abord avec Anthony. Elle est un simple moyen de se déplacer pour lui, pour se rendre à une grosse teuf, pour éviter de se taper 20 km à pied. Mais la tenir à ce rôle serait considérablement réducteur. Elle est aussi le symbole de l'autorité du père, on peut donc jouer avec elle.
l'a provoqué, mais il est des limites à ne pas dépasser, qui malheureusement le seront bien involontairement. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'apparemment personne n'a lu le bouquin. Alors, elle se fait également lion à dompter, pour permettre à Anthony de manifester son sentiment de toute puissance et défier le reste du monde. Elle devient un prolongement de son corps, qui répond à ses intentions comme un portable dans les mains d'un ado d'aujourd'hui. Ils étaient mieux avec la moto, les gens de l'époque, hein. Avec Patrick, le père d'Anthony, donc, si vous suivez, cette moto est un doudou. Un objet transitionnel qui lui rappelle ses rêves de jeunesse. Elle lui sert à croire qu'il peut encore rêver de s'évader, même si dans les faits, ses rêves sont enfouis sous une épaisse, voire très épaisse, couche de poussière. À l'image de sa moto sous une bâche au fond du garage. Avec Cassine, elle n'est d'abord qu'un objet pour se montrer à la hauteur de ses prétentions. Un caïd mec qui doit inspirer le respect, c'est-à-dire la peur. Asseoir sa supériorité passe donc par le vol et la destruction sans raison. Ça n'a pas changé le temps en fait. Hein. Peut-être a-t-elle pu devenir dans son imagination un moyen de gagner de l'argent en revendant celle qu'il a volée. Mais cette ambition trop prosaïque n'était pas assez nourrissante pour son ego. Cependant, quand les temps changent, elle redevient l'allégorie de la liberté. Elle permet symboliquement de recouvrer un espace d'autonomie pour briser la cage dans laquelle il s'est enfermé. En conclusion, la personnalité de la moto est complexe, tout comme la vôtre. Pardon, ambiguë, mal cernée par ses proches, ses relations de défiance vis-à-vis de l'autorité, son goût pour le paradoxe, des problèmes d'Oedipe mal résolus, un rapport au père incertain et des accointances malsaines avec l'alcool voire le cannabis. Tout cela me laisse perplexe, monsieur Mathieu, quant à ses chances de recréer une harmonie intérieure sous ces dehors rutilants. Monsieur là, bonne soirée. Et en plus, c'est gratuit. Oui, non, mais la ville de la Bresse n'a plus de Marocains sacrifiés. Bon, c'était très bien vu, ouais. Je fais beaucoup de rencontres comme ça et très souvent on me demande pourquoi vous avez fait ci, ça. Et en fait, on ne le sait pas toujours. Quand on écrit un roman, ça écrit un peu à travers nous. Il y a des choses qui viennent et qui font sens sans qu'on les décide délibérément ou d'un point de vue abstrait, quoi. Et tout ce qu'elle a dit était absolument juste, mais je le constate rétrospectivement. Merci pour notre experte psychologique. Alors, on va essayer quand même ce soir de ne pas trop vous dévoiler l'essentiel de ce roman. Ceci dit, est-ce que tu peux fermer les yeux quelques minutes quelques secondes. Qui ne l'a pas lu? Allez, n'ayez pas honte. Allez, qui l'a lu? Ce qui m'intéresse, c'est qui l'a acheté. Bon, ça va, ça s'est partagé, mais je pense que justement ceux qui ne l'ont pas encore acheté vont le faire. Donc, c'est d'abord un roman quand même sur l'adolescence. C'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà exprimé ailleurs en expliquant que tu étais aussi né de personnages adolescents de ton premier roman que tu n'avais pas su exploiter. Donc un roman sur l'adolescence. Pas que j'avais pas su exploiter, avec lesquels j'en avais pas fini. Voilà, plutôt. Alors, comme chaque question... Ne soyez pas désobligeants. Pardon. J'ai quand même relevé une citation parce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire sur l'adolescence. Rester cool demandait pas mal de concentration. C'est pas de moi, hein, désolé, c'est de Nicolas. Il répétait sans arrêt qu'il n'en avait rien à foutre. C'était évidemment tout le contraire. Hassine commença à battre en retraite, en tâchant de ne pas perdre la face, ce qui consistait principalement à se dandiner comme un habitant du Bronx. Je trouve que ces trois phrases-là résument assez bien ce que peut être l'adolescence aussi. Et alors, du coup, pourquoi ce roman sur l'adolescence, du coup, en dehors du roman précédent? Parce que ça recoupe tellement de choses. Moi, l'adolescence, pour moi, ça a été vraiment une période, pour tout le monde évidemment, mais fondatrice. C'est là que se mettent en place quand même les manières d'aimer, le rapport au monde, le premier frottement avec des choses politiques, la défiance vis-à-vis des parents. C'est là qu'on commence à couper le cordon, à se définir contre eux, à gagner de l'autonomie. Et ce qui m'intéressait vraiment, aussi en faisant un roman d'apprentissage, c'était de faire un roman sur le temps qui passe. C'est-à-dire qu'on les voit sur une décennie de 92 à 98, et que
on voit ce que le temps va leur faire, à leurs ambitions, à leurs désirs, à leur physique aussi, parce qu'ils changent beaucoup. Et souvent, enfin, c'est la... Peut-être que c'était plus que de faire un roman sur le devenir des individus, c'était de faire un roman sur le temps et ce qui nous arrive à cause de lui, quoi. Et alors, par rapport au fait qu'on est sur l'adolescence, on est aussi sur un roman où il y a beaucoup de scènes de sexe. Forcément, on peut pas il y en a. Il y en a quand même un certain nombre, quoi. En tout cas, ça se passe l'été, ils ont 15 ans, ça travaille fort. Voilà, on en parle beaucoup, quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai fait une rencontre à Épinal et puis il y a vraiment un copain de l'époque qui est venu me voir. Puis j'ai beaucoup aimé votre roman et tout. Et puis c'est vrai, ces étés au bord du lac, ça chauffait. Tous les sens du terme, en effet. Donc c'est des choses qui nous sont arrivées à nous, mais qui transcendent ça et alors ça pour le coup c'est transgénérationnel et c'est des universaux, quoi. On a faim à cet âge-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, c'est l'histoire d'Anthony, de Steph, de Hassine, qui sont des adolescents, mais c'est aussi l'histoire de leurs parents. Il n'y a pas que les adolescents, quoi. Patrick, notamment, Hélène, donc les parents d'Anthony, sont aussi des personnages qui méritent le détour. Ouais, ils se sont construits. Au départ, vraiment, moi je comptais raconter une histoire toute simple. Je pouvais faire un roman relativement bref. C'était l'histoire d'Anthony, 14 ans, qui tombe amoureux d'une meuf qu'il ne peut pas avoir. C'est compliqué. Et puis, chemin faisant dans l'écriture, on se pose des questions un peu morales, quoi. Cette fille, est-ce que je pouvais la voir uniquement à travers le regard du garçon? Je me suis dit, c'était pas possible, donc j'ai commencé à traiter Stéphanie aussi. Puis petit à petit, comme ça, chaque personnage, on se dit, mais lui, pourquoi il fait ce qu'il fait? Pourquoi il vit ce qu'il vit? Pourquoi il en est là, quoi. Et c'est comme ça que les personnages commencent à bourgeonner de partout, et puis ça, à la fin, on restitue un monde. Les parents, à leur manière aussi, même s'ils représentent la fin de quelque chose, chacun a une partition à jouer. La mère d'Anthony, le père d'Hassine, ils veulent leur part du gâteau aussi. Ils veulent continuer à être, quoi. Donc, ouais, c'est des personnages aussi. Bon, voilà, c'est quand même un livre qui a quand même une place immense à la relation entre le père et les fils. Tout à fait. Et puis un regard de manière générale qui est très lucide sur l'ensemble de la société, toujours bienveillant mais sans concession. Alors il est bienveillant avec les personnages et plutôt cruel sur l'organisation du monde social. C'est un roman d'apprentissage, et les romans d'apprentissage, vous savez, c'est l'éducation sentimentale, hein, c'est-à-dire c'est quand même un roman des désillusions. C'est-à-dire on se fait des idées sur le monde et en grandissant, à force de prendre des claques, ces illusions tombent et on commence à voir l'état des choses telles qu'elles sont. Et le roman, il fait aussi ce travail-là, un peu de dessilement, de dévoilement pour le lecteur, quoi. Enfin, je ne prétends pas apprendre des choses aux gens, mais il y a un travail un peu cruel d'élucidation des structures sociales, de vouloir passer la société au make-up, quoi, pour voir ce qu'il y a sous le phare. Alors j'ai pris par rapport au côté à la fois bienveillant et puis malgré tout extrêmement réaliste, un petit extrait, ça se trouve à la 4e page du roman, donc vous voyez c'est pas très loin, je ne vais pas vous dévoiler grand chose. Il y a eu on parle d'un jeune qui est mort certainement noyé, et on dit qu'il y a un journal qui en a parlé, l'article disait qu'il avait décroché son bac avec une mention très bien. Quand on connaissait sa famille, c'était tout de même une prouesse. Comme quoi avait fait le père d'Anthony. Et je trouve ce comme quoi extraordinaire, parce que c'est à la fois il n'est pas capable de dire autre chose finalement, et en même temps ça dit tout de son empathie et de ses limites, quoi. Oui, et puis ça montre un truc que moi j'essaye beaucoup de faire, et de plus en plus. Dans l'écriture, en fait, souvent l'enjeu consiste moins à dire les choses qu'à les détourer, à les laisser soupçonner. C'est-à-dire qu'en étant allusif comme ça, on en dit beaucoup à la fois sur les rapports entre le père et cette histoire, sur son impuissance à articuler les choses, etc. Et de la même manière, il y a des longues ellipses dans le roman entre les étés où on ne sait pas du tout ce qui se passe en fait. Et ces vides qui sont détourés par l'écriture, par l'histoire, qui sont laissés à la disposition du lecteur, en fait c'est peut-être là où il se passe le plus de choses, quoi. Et avoir
ça demande un peu d'adresse quoi, pour pas tout dire. Et juste effleurer les trucs. Et à ce moment-là, ça se met à pousser dans la tête, dans les tripes du lecteur, et ça devient vraiment quelque chose, ça devient comme le monde, quoi. On essaye, en tout cas. Alors, juste encore par rapport à ce regard que tu portes sur la société, il y a un thème qui revient quand même, c'est l'imperméabilité, ou en tout cas la difficile perméabilité des strates sociales. Ouais. Alors, si je peux me permettre, je lis encore. Il aurait aimé se mêler à ce petit groupe. C'était impossible, évidemment. Alors là, dans le contexte, on va un peu mieux comprendre pourquoi. Il y a une autre citation qui est un peu plus longue, que je vais vous lire aussi, qui me semble assez intéressante de ce point de vue-là. Il était peu probable qu'il se trouve en situation de rouler une pelle à Steph dans l'heure qui venait. À main détail, comme ce bracelet, la manière dont elle se tenait, ses cheveux intacts, la qualité de sa peau. Il devinait à travers elle un monde renfermé et coquet. Il s'en faisait une idée confuse, envieuse. Des maisons l'été, des photos de famille, un livre ouvert sur un transat, un grand chien sous un cerisier. Le genre de bonheur clean qu'il voyait dans les magazines chez le dentiste. Cette meuf était imprenable. Oui, c'est un roman politique, parce que justement il est très attentif à ça. Et la politique, c'est pas est-ce qu'on vote pour le PS ou En Marche. La politique, c'est comment ça marche l'articulation entre nous et le collectif, entre le un et le plusieurs. Comment ça marche entre Anthony qui appartient à une classe sociale et puis Steph qui appartient à une autre. Qu'est-ce qui passe entre eux? Quelles sont les murailles? Quelles sont aussi les perméabilités? Alors ce roman, vraiment, il fait un effort énorme là-dessus de décryptage, mais toujours par les personnages et des histoires, quoi, pour voir comment est constituée une société. C'est un tout petit monde, cette vallée. Les écarts qui demeurent toujours, et en même temps, par moment, il y a une Coupe du Monde, il y a un 14 juillet, il y a des bouffées aussi de fusion, quoi, où on voudrait le faire plus qu'un. Comme quand il y a eu le moment Charlie aussi, où la société, en dépit de ses hiérarchies et puis des intérêts antagonistes très forts qui la traversent, tout à coup, il devient uniforme. Et pourtant, on peut quand même, il y a un espoir qui est donné à travers l'école. Ouais. Je sais pas si je dois attendre l'intervention. Non, justement, vas-y. En fait, il y a vraiment pas mal de trucs sur l'école, parce que l'école, son statut est ambivalent dans le roman comme elle l'est dans la vie. C'est-à-dire que pour ceux qui comprennent son fonctionnement, qui savent comment ça marche, c'est un formidable accélérateur. Elle donne les opportunités de se réaliser, d'avoir une vie plus accomplie, et de changer de monde si on le décide, et de voyager, etc. Des tas de trucs. En revanche, si on ne sait pas comment ça marche, elle fonctionne comme une gare de triage, voilà, il y a des bas-côtés, il y a des voies de garage, tout ça est très très bien documenté par la sociologie. Et l'école est mouvement, parce qu'elle nous dit si vous travaillez, vous réussirez, ça marche au mérite, il y a une égalité des chances, alors que pas du tout. Toutes les études montrent qu'en France, un enfant qui a les parents qui ont fait des études supérieures a 14 fois plus de chances d'en faire qu'un congénère dont les parents n'en ont pas fait. Donc voilà, c'est une machine à reproduire l'école. Alors il y a des cas, des gens qui viennent de milieux modestes qui s'en sortent grâce à l'école. Tant mieux pour eux, mais ils servent d'alibi pour tout le système. Alors ça, c'est pas possible. Ouais, là, il y a des cas. Excusez-moi d'interrompre cette soirée, monsieur là, bonsoir. Alors, je dois procéder selon les réquisitions du procureur à la mise en examen de monsieur Nicolas Mathieu, ici présent. En effet, vous l'apprendrez, il n'existe pas dans le droit pénal ni dans les exceptions d'Alsace-Moselle d'immunité littéraire. Or, dans le secteur des Landes, différentes infractions pénales ont été commises. Conduite dans 2 roues motorisées sans casque, vote Front National dissimulé, vol simple, moto cambriolage, incendie volontaire de bottes de foin, monsieur, dégradation, notamment de biens publics, conduite en état d'ivresse, usage et trafic de stupéfiants, port illégal d'armes, violence aggravée en réunion avec préméditation. De tous ces faits et gestes, vous êtes l'auteur. Donc on s'ennuie pas tout le temps. Et vous le reconnaissez, Je vous signifie donc votre mise en examen pour complicité et non-dénonciation de tous ces crimes et délits. Pour certains d'entre eux, vous serez peut-être simplement appelé à la barre en tant que témoin assisté. Mais comme je suis une bonne patte, je vous laisse terminer votre soirée. Vous ne croyez pas que vous allez rentrer à pied à Nancy ce soir?
Bon. On va peut-être passer sur une petite question aussi concernant le style d'écriture, parce que c'est un style qui est peut-être moins habituel. Si vous n'avez pas encore lu de romans de Nicolas Mathieu, que ce soit le premier, Aux animaux de la guerre, ou celui qui a été pris Goncourt, les deux ont une écriture qui est particulièrement incisive, on va dire, dans ce style que je disais tout à l'heure un peu hyper réaliste, et aussi beaucoup de paradoxes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors je vais à nouveau faire quelques citations, ensuite on en parle. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la 3e. Hyper réaliste, hein, on n'a pas trop l'habitude de voir les vaches qui rient dans les romans, mais chez Nicolas Mathieu, dans le côté de paradoxe, le soir, il allait rouler, sans casque. C'était rassurant. À Berlin, un mur était tombé, et la paix, déjà, s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. À nouveau des paradoxes. Voilà, donc par rapport à ce style... C'est pas un jeu, hein, c'est pas du chiquet, c'est paradoxe. C'est-à-dire que c'est effectivement, dans les années 90, la paix a fonctionné comme un épouvantable rouleau compresseur. C'est-à-dire que la disparition du bloc communiste, avec ce que ça a de très positif, je ne le nie pas, mais elle a conduit à ce monde actuel qui est néolibéral à 100%, et où il n'y a plus de contre-pouvoir, ouais, donc c'est marche ou crève. Donc c'est ce qui est apparent. Ce qui est un apparent paradoxe, en fait, ça témoigne de la complexité du monde. Et puis alors, sur le style, effectivement, c'est un style un peu particulier qui enfin, moi je l'ai compris après, a posteriori. Voilà, a posteriori, c'est qu'il emprunte beaucoup à un langage très populaire, à une langue assez leste, en fait. Il n'y a pas de déférence par rapport à la langue. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire de la belle langue parce que je serais respectueux du français. Puis en même temps, dans une même phrase, parfois, c'est une langue qui est quand même très analytique, très articulée, avec un niveau de langage beaucoup plus élevé. Et ces allers-retours qui sont incessants et qui créent aussi des tensions dans les phrases, des moments de friction, ils correspondent un peu à ma position sociale. C'est-à-dire que je viens d'un milieu relativement populaire, et puis j'ai fait 6 ans d'études supérieures, j'ai beaucoup lu. Et donc, moi-même, dans la manière dont je parle, c'est comme ça que ça marche. J'ai embarqué différentes langues. Et ça se ressent dans le bouquin. Et alors, comme j'ai le prix Goncourt, maintenant, il y a quand même un lectorat un peu bourgeois qui lit un livre que je ne l'aurais pas rencontré. Et alors, lui, je le vois, ça me perturbe beaucoup. Ce style-là... Alors, hier, on m'a dit, quand même, au début, j'ai trouvé ça... assez vulgaire, et puis alors, un bon cours en plus. Que non seulement je n'étais pas respectueux, mais même après le prix, j'avais pas amélioré les choses, il n'y avait pas des corrections qui s'imposaient. Alors, c'est là aussi que je me dis que le prix, il a un côté cette année politique, parce que non seulement il récompense un livre qui parle d'une certaine France, qui elle-même fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais il récompense aussi un livre qui emploie une langue qui est un peu particulière. Et c'est un peu rock'n'roll, on pourrait le dire comme ça. Quoi. Bon, après, voilà, il y a les jurys du prix Goncourt ont beaucoup changé ces dernières années. Ils sont rajeunis, il y a Virginie Despentes, des gens comme ça. Je pense qu'il y a des basculements qui s'opèrent. C'était beau, ça donnait légèrement envie de se tirer une balle, mais c'était beau. Ça, c'est des forêts vosgiennes. Ça va, personne n'est nerveux. Parce que j'ai eu des moments difficiles pendant la promo du premier. Il y a des randonneurs qui étaient de mauvaise humeur. Mais bon, entre-temps, on a eu la série Zone Blanche et je pense que du coup, ça devient plutôt sympathique. On va peut-être passer à la deuxième partie d'ici peu. Juste une... Alors, fils,
Ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien. Fais voir. Tu t'es battu? Non. Tu fais quoi? Spaghetti bolognaise. Ah, cool. C'était pratique, les spaghettis. Il ne cuisinait jamais rien d'autre quand Anthony venait. Un paquet de 500 grammes. Ah, le môme dévorait. Il était fier de cet appétit et de ce que le gamin était devenu. Toute l'enfance, Anthony était resté petit. En deçà des moyennes. Il suffisait de voir les courbes dans son carnet de santé. Avec, en plus, cet œil faiblard et cette manie de toujours traîner dans les jupes de sa mère. Quelque chose toutefois le chiffonnait. Anthony avait pris une branlée et il avait envie de savoir. De mettre des noms sur cette injure. Il entendit une voix officielle monter dans le salon. La télé. C'était le résumé du Tour de France. C'est qui le maillot jaune? Indurain. Oh, ça devient chiant. Toujours pareil. Ah, mais c'est une machine de guerre. Tu parles. Il va gagner. Ah, je sais bien. Ils mangèrent en regardant les infos. Anthony avait le nez dans son assiette et le père coupait ses pâtes. Le père et le fils mangeaient leurs spaghettis avant que ça refroidisse. De temps en temps, le père essayait de dire un mot. Désolé, c'est le direct. Alors le téléphone sonna. Le père vérifia l'heure sur sa montre et un pli d'inquiétude barra son front. Il se rendit dans le couloir pour décrocher. Anthony baissa le son de la télé. Son père répondait par monosyllabes. Des oui espacés et interrogatifs. Oui. Oui. Sa voix subitement avait fléchi. Anthony se tourna sur sa chaise pour voir. Le vieux était là, en savate, debout, le combiné à la main, éberlué. Oui. Ah bon? Un geste qui lui était familier, il recoiffa ses cheveux devenus rares. Dans l'ombre du couloir, Anthony le découvrait, vieilli, gris, devenu fluet, malgré la panse. Désormais, sa bouche, à chaque instant, trahissait ses pensées, toute cette vie intérieure du vieux, ses amertumes et ses surprises, autrefois insaisissables. Les premières lézardes. Et quand le coup de fil se poursuivit encore quelques secondes sur le même ton de pudique effarement, puis le père raccrocha et dit à son fils, les yeux ronds. Mais quand? Bien. Il y a une mauvaise nouvelle. Bonsoir. Multitask. Je commence un peu à flipper quand je le vois parler. Vous avez raison. Là, c'est la fille de l'ex-instit qui va parler. Vous allez parler de l'école, hein. Je vais vous faire la leçon, enfin, voir si vous avez bien appris votre leçon. Combien de personnages sont nommés dans le roman par leur nom et ou leur prénom? Réponse A, 27. Réponse B, 73. Réponse C, 81. Réponse D, 116.
attention, j'ai la liste. Hein. 116. Yes. Est-ce que vous voulez que je les lise tous? Quel travail. Alors, une question personnage au choix. Virginie Vanier, Cyril ou Thierry? Thierry. Mais qui est-il? Bon, c'est pas grave. Hein. Thierry. C'est un pote du père, mais je me souviens. Ah non. Sa doudou, elle travaille dans un bar. Ah, d'accord, c'est le mec de la patronne du bar Café Busine. Voilà, de Cathy. C'est ça. C'est bon, il connaît comme un. Alors, une de ces fameuses questions de style. De mon corps insatiable, il ne reste que ma silhouette rousse. J'ai beaucoup mangé, mais après avoir sifflé, gémi et contracté une forte fièvre, on a procédé à une saignée qui m'a achevé. C'est très beau ce que. Qui suis-je? Vraiment. C'est le haut fourneau, c'est l'usine. Tout à fait. Bravo. À Berlin, un mur tombe. Duquel des deux romans vient cette citation? Aux animaux la guerre, leurs enfants après eux, les deux ou aucun? Ah, les deux, je pense. Ouais. Eh bien, presque, mais non. Alors, oui, leurs enfants après eux. Voilà. Il l'a dit tout à l'heure en plus. Oui, Dans... oui, ça aurait Ah pu non, être- aux animaux la guerre, C'est pardon. aux animaux la guerre. C'est moi qui dis Ah oui, oui, mais non. parce que dans leurs enfants après eux, c'est à Berlin, un mur était. Voilà. Ah, Et il arrive 2 fois. Lui aussi, il a été prof. Hein. Et il arrive 2 fois. quel traquenard. C'est juste. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça prouve que le livre de Berlin, c'est quelque chose qui forcément inspire les poètes. Quoi. Ah bah sur les années 90, oui, c'est presque aussi important que Nirvana. Alors celle-là, je vous demanderai explication après. Hein. Je suis vive, je suis verte, ma fraîcheur fait penser au printemps. Qui suis-je? La bière. Yes. Vous avez bu beaucoup de La bière première- verte. La première gorgée, elle est saisissante comme un parfum du printemps. Quoi. Avec une croc? Ça peut le faire si elle est très fraîche et qu'il est très chaud. Oui. Ok. Quelle est l'expression la plus souvent utilisée dans ce roman? Qu'est-ce qu'on fait ou on bouge? Et là, vous avez envie de dire on bouge, hein. Ça n'a pas été. Allez, on bouge. Eh bien non, qu'est-ce qu'on fait? 8 fois contre 5. Et voilà, c'était tout. Combien de fois? 8 fois contre 5. Bon, pour ceux qui étaient près des haut-parleurs, vous avez peut-être entendu l'intervention. On va peut-être passer aux questions du public. Oui, là, il y a une madame qui est très... Oui, mais pour cela, alors, j'ai juste demandé à Annie et Claudine de venir sur le devant. Annie et Claudine. Annie, tu peux venir? Ouais, et Claudine, voilà. On va vous donner un micro chacune pour que vous puissiez parcourir la salle. Je vous demande une consigne très simple. Les questions ne doivent pas durer plus de 15 secondes. Voilà. Vous ne racontez pas votre vie ou le roman que vous avez écrit. Voilà. Vous posez une question à votre invité. Voilà, donc la première question, du coup, est toute trouvée. Eh bien oui, mais j'ai très Allez, envie de alors. la poser. Ça va pas durer très longtemps, j'espère. À partir du moment où vous avez eu l'idée de la trame de votre roman, etc., avez-vous déjà eu la situation, le lieu? Est-ce qu'il s'était déjà prévu? La vallée de la Fench, de l'Orne, de la Moselle, tout ce coin-là, Hayange. C'était pas là dès le départ. Je cherchais un lieu qui soit significatif et qui, par lui-même, témoigne de ce passé industriel là. Et je suis allé voir sur place. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les hauts fourneaux, déjà, j'ai trouvé ça très beau. Vraiment. C'est une espèce de mastodonte. C'est des. Comment? Non, bah, il en reste un à Ucange, un à Hayange, ils sont tous éteints, quoi. Mais c'est très beau. C'est des espèces de cimetières des éléphants, quoi. C'est des grandes silhouettes très imposantes, compliquées, rouillées, c'est très beau, quoi. Et puis, enfin oui, je me suis dit, si ces ados, je les fais grandir à l'ombre de
ces débris industriels, enfin de ces ruines industrielles. J'ai la moitié de l'histoire qui est racontée en fait déjà. Le paysage en lui-même était signifiant. Est-ce que ça a nécessité beaucoup de repérage? Bah, quelques-uns, ouais, j'y suis allé quelques fois, alors pour me balader, pour voir, pour mémoriser. J'ai pris des photos, j'ai vu des films aussi. Il y a un type qui s'appelle Emmanuel Graff qui a fait plusieurs films sur ce coin-là. Puis j'ai passé du temps dans les bistrots aussi. De là, et voilà, j'ai vu des cadeaux en écoutant les gens et voir un peu comment ça marchait, quoi. Il y a une question vers le fond, là? Oui, j'ai la flemme de regarder sur un dictionnaire et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus ce que veut dire le mot, la langue vernaculaire. Sur le petit revers, du pays. La langue d'origine, me dit. J'ai oublié. En général, on me demande ce que ça veut dire relele, mais ici, apparemment. D'ailleurs, il y a le traducteur, la maison d'édition allemande qui va le traduire, m'a dit relele. Une petite question par là, ensuite une ici. Pourquoi avoir situé le roman dans les années 90? Eh ben, pour deux raisons. Sans doute parce que je me disais que c'était une décennie qui n'avait pas été tant traitée que ça, et que c'est celle dans laquelle j'ai grandi, donc ça m'intéressait de le situer là. C'est une décennie un peu bizarre, qui commence avec la chute du mur et qui s'achève avec la chute des tours à Manhattan, et durant laquelle, en tout cas dans mon souvenir, il ne se passait pas grand-chose en fait. On avait l'impression que l'histoire était achevée, quoi. L'ennemi communiste avait été vaincu et puis voilà, ça allait être la mondialisation heureuse. Et ce moment de flottement, il correspondait bien aussi à l'histoire que je voulais raconter, l'histoire de gamins qui s'ennuient dans une vallée, mais de manière sous-jacente, il s'y passait beaucoup de choses dans cette décennie. Et c'est là que sont venus des changements, des révolutions dans lesquelles on est encore, quoi. C'est le changement du travail, l'expansion du néolibéralisme, etc., quoi. Et puis aussi parce que ça m'économisait des recherches. Si j'avais dû faire un bouquin sur les adolescents d'aujourd'hui, il aurait fallu que j'aurais été obligé de rencontrer des jeunes, ce qui était quand même très pénible. Je ne sais pas comment ça marche, le flirt aujourd'hui avec des téléphones mobiles, etc., quoi. Donc en le calant sur ma propre adolescence, c'était plus aisé, quoi. Bon, c'est sûr, ça se passe dans la région des Hauts-Fourneaux. Et pourtant, régulièrement, le lac revient, comme un refrain. Et pour moi, j'ai l'impression que c'était Bouzet. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, bah il y a une plage des Américains, oui, c'est énorme. Et ça toute cette géographie, elle est recomposée à partir de bric et broc. Voilà. Et ce lac, c'est Bouzet, mais un Bouzet fantasmé et agrandi, puisqu'à la fin, ils veulent faire une régate dessus. Voilà. Ils étaient le côté du miroir et c'était l'autre côté du miroir. Ah, oui. Alors, oui, la ville a été un agencement. En fait, vraiment, j'ai pensé beaucoup à la Fench, mais je n'ai pas voulu le situer exactement pour avoir les coups des franches avec la fiction, avec la chronologie de la désindustrialisation, et puis pour que ça parle de cet endroit, mais plein d'autres en même temps, quoi. C'est un peu le projet qu'avait Faulkner. Il a inventé de toute pièce une vallée dans le sud des États-Unis, constituée exactement, on sait où c'est, sauf qu'elle est fictive, et donc il y fait ce qu'il y veut. C'était toujours dans cet étang que se passent les scènes amoureuses les plus belles. C'est là que ça chauffe, ouais. C'est là que c'est le mieux raconté, c'est le mieux décrit. Et puis, ce lac, il fonctionne un peu comme un siphon dans un évier, c'est-à-dire que la puissance d'attraction de la vallée, elle aboutit là. Dans la deuxième page, il y a l'histoire de ce gamin qui a donc vu mention très bien en bac et qui s'y est noyé. Voilà. C'est-à-dire qu'on sent que c'est comme un trou noir au milieu de la vallée qui aspire tout. Et eux, c'est contre cette force cette gravité qu'ils vont lutter pendant tout le roman pour s'en arracher, quoi. C'est que je n'ai quasiment pas dormi dans la maison, je suis à vous, je suis sans, c'est magnifique, c'est
Pierre Chaussois avait simplement eu cette exigence excentrique pour sa fille unique, la mention au bac. Pour le reste, on imaginait que Steph ferait du commerce. On lui trouverait des stages, un job. On l'aiderait à acheter 2 ou 3 appartes dans le coin, des garages, ça se loue bien. Et progressivement, comme eux, elle ferait sa pelote. Or, Steph ne voulait pas se résoudre à ses ambitions relatives. Elle avait saisi le fonctionnement général. Sur le tard, mais quand même. L'école faisait office de garde-triage. Certains en sortaient tôt, pour destinés à des tâches manuelles, sous-payées, ou peu gratifiantes. Bon, il arrivait certes que l'un d'entre eux finisse plombier millionnaire, garagiste ou électricien en plein aux as. Mais dans l'ensemble, ces sorties de route anticipées ne menaient pas très loin. D'autres allaient jusqu'au bac, 80% d'une classe apparemment, classe d'âge apparemment, et puis se retrouvaient en philo, en socio, psycho, éco, gestion. Après un brutal coup de tamis au premier semestre, ils pouvaient espérer de piètres diplômes qui les promettaient à d'interminables recherches d'emploi, à un concours administratif passé de guerre lasse, à des sorts divers et frustrants comme prof de ZEP, ou chargé de com dans l'administration territoriale. Ils iraient alors grossir cette acrimonieuse catégorie des citoyens suréduqués et sous-employés qui comprenaient tout et ne pouvaient rien. Ils seraient déçus, en colère, progressivement émoussés dans leurs ambitions. Puis se trouveraient des dérivatifs, comme la constitution d'une cave à vin, ou la conversion à une religion orientale. Enfin, il y avait les cadres qui se prévalaient d'une bonne mention et d'un dossier béton. Véritable rampe de lancement pour les carrières désirables. Ceux-là emprunteraient des canaux étroits et, mis sous pression, iraient vite, grimperaient très haut. Les mathématiques étaient un avantage majeur pour mener ces cursus accélérants, mais il existait également quelques bonnes filières pour les esprits abstraits, les historiens, les songeurs, les artistes, ce genre de clowns. Moi, je voulais faire partie de cette 3e catégorie. Malheureusement, avec mon dossier, c'était exclu de prétendre à une prépa dans un bail public. Mon père s'était mis à chercher une solution de secours. J'ai eu donc droit à un ultimatum. On raquait, mais à la moindre connerie, j'entrais directement au bercail. Tu souhaites faire un commentaire ou on continue les questions? Poursuivons. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre écriture dans la lecture de ce roman et j'ai pensé à 3 auteurs, Maupassant, Zola et Clavel. Donc j'aurais voulu savoir si vous les avez lus et si c'est le cas, s'ils ont pu influencer à la fois votre écriture et le contenu du récit. Non, j'ai jamais lu Clavel, j'ai lu Maupassant et Zola, mais non, c'est pas vraiment là qu'il faudrait chercher mes références. Même si on me compare souvent, et de manière flatteuse, à Zola, c'est vraiment beaucoup plus Flaubert, moi, mon modèle. C'est-à-dire que c'est une forme de naturalisme aussi, mais qui n'est pas exactement le même et qui est infusé aussi par une ironie douce tout le temps, un peu comme ça, qui tempère quand même le réalisme social. Et puis qui est aussi qui a la dent dure sur la bêtise des bourgeois, le fonctionnement social, il y a ça chez Maupassant aussi, puisque c'est l'élève de Flaubert. Et puis les autres modèles, c'est quand même beaucoup Céline, quoi. C'est-à-dire avoir un regard le plus implacable possible et puis faire danser la langue, quoi. Alors, moi, j'en suis pas là où il était, mais il y a une recherche comme ça de produire des effets dans les corps des lecteurs avec le style, ouais.
Tant que tu ne finis pas comme c'est. À la taverne, c'était juste les ados complètement désœuvrés. Et Je qui n'ai pas vu. vont faire de grosses bêtises pour se payer des motos. Donc il y a pas mal de... Oui, ça ressemble, oui. Ben, tant qu'on parle de la langue, page 54, vous employez un qualificatif extraordinaire, mais qui me rend perplexe. Des yeux thyroïdiens. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, souvent ont les yeux légèrement exorbités parce qu'il y a des petits coussins derrière qui gonflent et qui font que les yeux sont un peu saillants. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Si vous passez d'un chapitre à l'autre, un des 5 ou 6 personnages principaux que vous avez, est-ce que vous avez plus d'empathie quand vous devez écrire sur un personnage pour un des personnages que pour un autre? Est-ce que c'est plus facile pour vous de vous mettre à la place d'un personnage? Bah, en tout cas, je vais répondre par la bande, quoi. C'est-à-dire que ça a été plus difficile pour certains, quoi. Et pour Assine et Steph, c'était plus dur. Ouais. Là, il y a un effort de dépersonnalisation qui était plus dur. Je crois que les est quand même très très proche Anthony et son père, quoi. Et pourtant, Assine, c'est un des personnages les plus touchants, je trouve. Surtout dans la 4e partie. Et sans en dire, oui, je le trouve extrêmement touchant quand même. Vous avez fait des études de cinéma. Quels sont les cinéastes qui ont pu vous influencer? Monsieur me demande quels sont les cinéastes qui m'auraient influencé. Pour ce livre, il y a un film en particulier qui a été un peu un détonateur, qui s'appelle Mud de Jeff Nichols, et qui commence comme ça, c'est deux gamins qui empruntent un bateau à moteur pour aller sur le Mississippi et voir une île au loin. Et j'avais été vraiment ébloui par ces premiers plans. C'est très beau, il y a le fleuve dans leur dos qui est très large, la lumière se lève comme ça, rasant. Ils sont si jeunes. Tout est tellement possible à ce moment-là. Et des fois, à un moment, il faut du carburant pour nourrir un roman. C'est long, ça demande du fuel, quoi. Et on a besoin comme ça de trucs qui nous fouettent l'imagination. Et ces sensations-là, il y a une chanson de Springsteen aussi qui a beaucoup compté, The River, ou des trucs comme ça. De temps en temps, on y repense et puis ça donne du jus. Après, pour les postulats esthétiques, beaucoup Piala quand même. C'est-à-dire c'est un cinéma du réel qui découpe des tranches de vie et qui les met telles quelles, quoi. Donc après, je ne sais pas trop, c'est un peu trop, tout ce que je vois comme ça. J'aime vraiment toutes sortes de cinéma. Mon Dieu, c'est temporel. Barbantes vos questions. Oh. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est-à-dire beaucoup. Je m'appelle Ournel. Vite, Ournel. Je suis la femme de ménage, la gardienne de nuit. Que dire d'autre encore? Je suis là. J'ai quelques questions intéressantes à vous poser. Ah, enfin des questions intéressantes. Êtes-vous plutôt Vosges d'en haut ou Vosges d'en bas? Toujours du côté du bas, quoi, de la soirée. Eh bien, vous auriez dû choisir la montagne, on y est mieux. Vous êtes plutôt croc ou picon? Picon. C'est bien. Plutôt vert ou brun? Plutôt vert. D'ailleurs, vous avez dit un truc là, ma mère est présente. Si j'avais su ça, les yeux thyroïdiens, ça m'aurait bien servi, hein. Alors, d'ailleurs, en parlant de tout ça, hein, vous ne rien dire, vous avez été consulté pour le casting de Bruce? J'ai pas été consulté, mais il correspond au personnage. Moi, je l'avais pas imaginé comme ça, mais je l'ai connu, Bruce de la Zoup, dans la Zup. Il y avait un Bruce de la Zup, t'allais pas là-bas, toi. Dommage, il en avait plus pour moi. Alors, dites-moi, pourquoi votre
Je ne vous permets pas. Est-ce que je dis ça, je dis rien, mais quand même. Les jeunes, ils sont posés sur des plaques téléphoniques. Hein. Il y a de l'herbe à côté. Hein. Ils sont cons, les grands équineurs. Tiens, d'ailleurs, moi aussi, je suis en train d'écrire un roman. Je vais vous montrer ce que c'est que... Non, ça va aller. Mon roman s'appelle Traces de concierge. Oui, c'est... Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous voyez, hein, mais... Mettre des faux. Il y a la version noir et blanc, la version couleur, mais c'est très explicite. Quoi. Vous voulez voir à la fin. Mais moi aussi, je fais des autographes. Alors... Bon, une question un peu plus sérieuse. J'ai document à la pluie. J'ai un problème avec le nombre de pages de parties de votre roman. Je tremble, hein, vous avez vu. Première partie, 160 pages. Deuxième partie, 120 pages. Troisième partie, 80 pages. Quatrième partie, 60 pages. Heureusement qu'il n'aurait pas fait une cinquième, parce qu'il n'aurait rien eu à foutre dedans. Bah, c'est vrai que assez naturellement, le roman il prend la forme d'une pyramide parce qu'il y a un long temps d'installation, le temps qu'on fasse connaissance avec les personnages. Et puis, j'ai lu ça récemment, dans le dernier bouquin d'Annie Ernaux qui s'appelle Une jeune fille, où elle parle de ça, comment les étés deviennent de plus en plus courts à la mesure qu'on vieillit. Et on emménage dans les étés de nos 7, 8, 10 ans comme dans un continent, quoi. Tout est offert pendant des mois, on a l'impression que ça dure pas toujours. Et maintenant, c'est plié en 2 secondes. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être pour Monsieur Pivot? L'Est républicain intitulé Complicité immédiate entre Pivot et le nouveau prix Goncourt. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a fait comme proposition? Vous avez dit ça? Oui. D'accord. J'aurais dû prendre. Ouais, c'est pas grave. Parlons du Goncourt, la récompense, 10 €. J'ai le chèque dans ma veste. Si ça un chèque en plus. Alors pour la petite histoire, on m'a raconté quand j'étais au déjeuner à Rouen que... C'est ça qu'il vous disait. Pardon. Tous les gens en général le gardent le chèque. Ils l'encadrent ou ils le gardent dans leur bureau. Et il y a une seule personne qui l'a encaissé. C'était un auteur suisse. Et alors, peut-être qu'il avait été maladroit, il a appris que les autres le gardaient, il en a demandé un deuxième. Qu'on lui a fait, et qu'il a encaissé aussi. Heureusement qu'il n'a pas fait ça avec le concours de la société Mondadori, parce que c'est doté à 1 000 €. Donc vous saurez pour la prochaine fois, d'autant qu'ils ont une catégorie érotique. C'est bien ça, c'est chaud. Est-ce que dans la littérature, c'est comme à Hollywood, on vend plus de romans quand il y a des scènes de cul? Bah, en tout cas, c'est plus facile de convaincre les journalistes de les lire, ça c'est sûr. Alors en parlant de cul, vous avez ça pour tatoueur? Non, pas personnellement. Parce qu'en fait, non. sur cette pièce, j'ai un tatouage. C'est PSG. Sur celle-là, c'est NTM. D'accord. En gros, j'aimerais bien changer par NM, PG. Nicolas Mathieu, prix Goncourt. Vous auriez pu dire PG aussi. Vous en avez pas marre de poser avec votre bouquin? Ça commence à être long. Alors ça tombe bien, on va changer un peu. On a une invitée la semaine prochaine pour qu'on fasse la promo. Ayez d'être ravis, hein. Rien ne m'aurait été épargné ce soir. Vos couverts que j'ai gardés là-haut. Merci.
Alors, si c'est possible, des personnes qui n'ont pas encore posé de questions, merci. Alors, Annie? Moi, je pose toujours des questions bébêtes. Je pose toujours des questions bébêtes aux auteurs que je rencontre. Ça va, il y aura pas pire. Non, mais je voudrais simplement Oui, je savoir. vous connais, vous avez appris à ma mère à skier. À la Bresse ou à Gérardmer? Je ne sais plus, je lui Ah, demande. à Gérardmer. Non. Moi, je viens quand même aussi à la Bresse. Bon, c'est pas le sujet. Effectivement. Est-ce que votre maman skie encore? Moins que vous. Donc, moi, tout bébé, je voudrais savoir si vous avez des façons d'écrire, si vous avez des lieux bien précis, des façons de faire, la nuit, le jour. Et puis, deuxième question, quand vous écrivez, est-ce que vous avez un plan qui vous emmène ou ce sont les personnages qui vous emmènent dans la fin du film, j'allais dire. Elles ne sont pas bêtes, ces questions. Bon, juste une précision pour les autres, il a posé 2 questions, mais je vous en accorderai quand même une deuxième. Vraiment, moi je pense que l'écriture c'est une question de disponibilité, de discipline. C'est-à-dire que j'écris, je me lève le matin, je me vais à mon bureau, j'écris, quand j'écris beaucoup, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à ce que je picole, je fais du sport, et je me fixe tous les jours 1000 mots par jour minimum. Et tant que je les ai pas, j'ai pas mis les mots, je continue. Des fois ça me prend 3 heures, des fois 6, mais je vais au bout, quoi. Donc voilà, oui, c'est un travail de soutien, quoi. Il faut bosser. Et puis, attendez, la deuxième, c'était ah oui, les plans. Oui. Alors non, moi je planifie pas parce que j'arrive pas. C'est-à-dire que si je me mets comme ça et puis je me mets à cogiter, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment dans l'écriture, effectivement, que à mesure que je me presse le citron, que les situations, les personnages adviennent. Et couche par couche, ils prennent de l'épaisseur, et puis après, une fois qu'ils existent bien, je commence à les suivre un peu. Et puis une fois que tout est fait, il faut tout refaire, parce que effectivement, ça s'est construit en se dépliant, donc il y a des incohérences, il y a des faiblesses, etc. Donc après, je visse ma construction pour bien tendre tous les câbles, et pour que ce soit cohérent et que ça roule, quoi. Mais effectivement, ça se déplie, quoi, dans l'écriture. Ah, bon, allez, on en prendra encore une de chaque côté alors. D'abord, et là. Ali, il y a quelqu'un vers le haut là. Et puis par ici. C'est bon? Ah bah alors, allez-y, on commence à côté. Je me demandais à quel personnage du roman vous vous identifiez le plus. Quand même, les petits problèmes de râteau d'Anthony, c'est des choses assez familières. Pour l'adolescence, ça a été un peu structurant. Voilà. Y compris dans l'essai de la coque et tout ça. C'est arrivé plus tard, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà un nouveau projet littéraire, là, peut-être déjà commencé ou en tête, ou est-ce qu'il vous faut vraiment du temps pour digérer tout ça? Juste avant de répondre à la question, j'en profite quand même pour remercier celui qui pose la question, c'est Christophe Claudel, c'est celui qui a réalisé ces photographies qui sont derrière nous. Ah. Ça, Claudel à la Bresse, il n'y a pas à se tromper. Vous m'avez piqué ma vanne, ça ne m'étonne pas de vous. Et écoulé. Alors attends. Tu veux peut-être reposer ta question? C'était si vous avez déjà un nouveau projet littéraire. En fait, j'ai déjà écrit une longue nouvelle cet été parce que c'est dans un salon de polar sur un coin de table, après avoir trop bu et trop mangé, je me suis laissé convaincre par un éditeur de faire une novella, donc c'est une nouvelle d'une 40aine de pages, quoi, que j'essaye de corriger en ce moment dans des trains. Et puis il y a un projet de 3e roman qui commence à mûrir, mais comme je le disais, c'est une question de temps, de disponibilité, de discipline. Et là, j'ai vraiment une vie de bâton de chaise, donc c'est très, très compliqué, quoi. Ouais. Là, j'ai une vie un peu, c'est Miss France, quoi. Je fais de ville en ville. On ne met pas les mains au panier, mais on me paye beaucoup de verres. C'est un peu difficile de se remettre au travail. Bonheur, quoi. Il y aura forcément quelques frustrés ce soir, mais peut-être
tenir là pour les autres. Voilà. Elle n'est pas bonne, ma bière? C'était fou le nombre de femmes seules qui voulaient profiter de la vie. Elles faisaient des balades, s'inscrivaient à des voyages organisés. C'est ainsi qu'on voyait des bus parcourir l'Alsace et la forêt noire, gorgés de célibataires, de veuves, de bonnes femmes abandonnées. Elles se marient désormais entre elles, gueuletonnées au forfait dans les auberges avec poutres apparentes, menu tout compris, fromage et café gourmand. Elles visitaient des châteaux et des villages typiques, organisaient des soirées karaoké et des cagnottes pour aller au Baléares. Dans leur vie, les enfants, les bons hommes n'auraient été qu'un épisode. Première de leur sorte, elles s'offraient une escapade hors des servitudes millénaires. Et ces Amazones, en pantacourt, modestes, rieuses, avec leur coquetterie restreinte, leurs cheveux teints, leur cul qu'elles trouvaient trop gros, et leur désir de profiter, parce que la vie, au fond, était trop courte. Ces filles de prolo, ces gamines grandies en écoutant les yéyés et qui avaient massivement accédé à l'emploi salarié, s'en payaient une bonne tranche après une vie de mouron et de bout de chandelle. Toutes, ou presque, avaient connu des grossesses multiples, des époux licenciés, dépressifs, des violents, des machos, des chômeurs, des humiliés compulsifs, à table, au bistrot, au lit, avec leur tête d'enterrement, leurs grosses mains, leur cœur broyé. Ces hommes avaient emmerdé le monde des années durant. Inconsolables depuis que leur fameuse usine avait fermé, que les hauts fourneaux s'étaient tus. Même les gentils, les pères attentionnés, les bons gars, les silencieux, les soumis, tous ces mecs, ou à peu près, étaient partis par le fond. Les fils aussi, en règle générale, avaient mal tourné, à faire n'importe quoi, et causer bien du souci, avant de trouver une raison de se ranger. Une fille, bien souvent. Tout ce temps, les femmes avaient tenu, endurantes et malmenées. Et les choses, finalement, avaient repris un cours admissible, après le grand creux de la crise. Encore que la crise, ce n'était plus un moment. C'était une position dans l'ordre des choses, un destin, le leur. Et leurs enfants après. Merci pour votre participation et si vous voulez les retrouver la semaine prochaine avec Elise Fischer, ce sera aussi possible. Petite précision, la musique qui a été diffusée avant chaque intervention, c'est la musique que Nicolas Mathieu a proposée en éclat de chaque partie. Donc chaque partie, chacune des 4 parties avait une musique, une musique de l'époque qui était assez marquante, peut-être que tu peux nous en dire un petit mot. En tout cas, c'est les musiques que vous avez entendues qui sont bien notées dans le livre. Il y en a beaucoup d'autres qui sont écrites, parce qu'on sent que c'est un moment qui est aussi musical, cinématographique, mais en tout cas au niveau musique. Ouais, on entend. Il y a 4 parties, 4 traités, et chacune de ces parties s'ouvre sur un titre qui est sorti cette année-là, ou qui est... Et à chaque fois, chaque chanson parle aussi de ce qui va se dire dans ce chapitre. Ça permet d'ancrer le récit dans ce temps-là. Ça fonctionne un peu comme des convocations sensorielles. On se souvient, c'est des madeleines, quoi. Et puis il y a un autre projet en évoquant ces chansons populaires. De la même manière que j'essaye de prendre des vies minuscules et d'en montrer la grandeur et la dignité, je suis très sensible à la verticalité des chansons plates, quoi. C'est-à-dire que ces petites chansons qu'on entend à la radio, qui ne sont pas valorisées dans la culture légitime, parce qu'elles nous parlent d'un mariage où on a dansé, parce qu'elles nous rappellent
une cuisine de notre enfance, parce qu'on a dansé un slow avec quelqu'un sur elle. Quand on les réécoute, elles convoquent chez nous des aspirations, des sensations de cathédrale en fait. Et il y a un grand effort du livre pour montrer ça, l'ampleur des petites choses. Voilà. Alors on arrive bientôt sur la fin. Comme à chaque auteur, on demande un conseil de lecture. Alors, je ne sais pas si tu vas nous conseiller de lire Aux animaux la guerre. Mais... Charité bien ordonnée. Voilà. Tu es venu avec un livre à nous présenter. Un petit conseil, si vous voulez sortir, une fois que vous aurez fini de Nicolas Mathieu, évidemment, vous pourrez aller vers... Alors, c'est ce livre-là, et puis les autres qu'elle a écrits. Elle s'appelle Maria Pourchet. C'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui a un auteur formidable. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle était au lycée en même temps que moi à Saint-Jean et Épinal. On ne se connaissait pas. Et elle a publié 3 livres chez Gallimard, et puis celui-là qui est chez Pauvert. Celui-là s'appelle Toutes les femmes sauf une. C'est sur le matrilignage, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe de femme en femme. Qu'est-ce que c'est les difficultés quand on est une fille avec sa mère? Qu'est-ce que c'est les difficultés quand on est une mère avec sa fille? Ça raconte ces choses-là. Moi, je l'ai offert à des amis, des copines, et machin. C'est un livre qui parle très très fort aux filles. C'est sur cette malédiction du matrilignage. Le précédent s'appelait Champion. C'est un des rares livres dans ma vie que j'ai lu en riant. Je riais dans mon lit, quoi. C'est très rare de lire, de rire quand on lit. Donc Maria Pourchet, il faut la lire absolument. Alors, on termine bien sûr par l'objet mystère. Ouais. Alors, pour vous rappeler, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous allez découvrir, ne montre rien pour le moment. Bien sûr, évidemment. Oui, je suis familier avec le mot mystère. Voilà. C'est vrai, ça va alors. Légèrement vernaculaire. Il y a dans son sac... il y a dans son sac un objet mystère qu'il nous a apporté. Et c'est vous qui allez devoir le deviner en posant des questions auxquelles Nicolas Mathieu répondra par oui ou par non, simplement. Attention, vous aurez 2 minutes 30 et pas une seconde de plus. Ce qu'on va faire, c'est que Annie va passer le micro. Si vous avez une question, vous la posez. Sinon, vous passez le micro à la personne d'à côté. Et on va le plus vite possible. Si vous n'avez pas de question, vous passez tout de suite pour ne pas perdre le temps. Tu peux commencer au deuxième rang, ça changera un peu. Voilà. On est prêt? Alors, je vous mets le compte à rebours. Si vous bien filmer. Attendez, attends un petit peu. C'est bon, tu peux lancer. Oui, parti. Parce que là, on n'est pas sur la bonne image, en fait. Non, là, on a la pub pour le 20h04. Alors, la prochaine soirée 20h04, c'est le 10 janvier, si ça vous intéresse. J'en profite, hein. Alors, attends. Alors, je brode. Alors, donc, pour le 20h04, si vous voulez... Moi, je fais quand même des interventions dans des dizaines de librairies, des dizaines d'endroits comme ça. Il y a toujours une merde technique. Donc, si vous ne connaissez pas, ce sont des soirées où on a 4 intervenants qui ont 20 minutes chacun. Et donc, le 10 janvier, nous aurons, comme d'habitude, 4 intervenants que je ne vous dévoile pas puisque je crois que ça va être fait dans une seconde à l'autre. Voilà. C'est parti. 2 minutes. Est-ce que ça a un rapport avec le livre? Non. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? On peut. Ah, c'est bon. C'est un objet qui est en bois? Non. C'est comestible? Oui. En métal? Pardon? En métal. Alors, non, mais si, c'est les deux, oui, c'est en métal et comestible. On le trouve dans la nature? Non. C'est vosgien? Oui. Quoi? Oui. De couleur uniforme? Non. Vous le portez sur vous? Oh, oui. Tout le temps? Non. C'est un objet traditionnel? Oui. Quelque chose qu'on peut offrir? Oui. Est-ce que vous avez l'équivalent de cet objet sur vous à ce moment? Non. J'en ai un dans mon sac quand même.
fait un atelier d'écriture dans un lycée à Nancy, et les élèves m'ont offert une boîte de pastilles à mochette. C'est rencontre au lycée Chopin. Ah oui, mais c'est ce que je dis. C'est là, il y a Alors, la semaine dernière, le public avait perdu, cette fois-ci le public a gagné. La belle, c'est la semaine prochaine avec Élise Fischer. Un petit mot de conclusion et ensuite on passe aux dédicaces dans la pièce à côté pour ceux qui le souhaitent. Ben, j'étais vraiment ravi d'être là ce soir. À chaque fois, là je commence à être fatigué par cette tournée, mais ça avait le mérite d'être très original. J'ai vraiment chalut le boulot que vous avez fait. C'est la première fois que je vois ça.